Le continent hyperboréen était une terre mystérieuse qui s'étendait au sud et à l'ouest du pôle Nord. Il abritait la seconde race humaine. Ainsi, suivant la tradition ancestrale, ce vaste territoire accueillait tous les ans Apollon appelé l'Hyperboréen. Il quittait alors Délos sur l'île des Cyclades, son sanctuaire, aujourd'hui encore visible avec son célèbre quartier au lion, pour ce qui ressemblait à l'Éden. Astrologiquement parlant, Zeus, représentant la lumière sur Terre, envoyait Apollon visiter ce lointain pays où l'on dit que le soleil ne se couche jamais pendant une moitié de l'année. C'était un continent bien réel qui ne connaissait pas les hivers. Il possédait une douceur de vivre, et grâce à son climat, permettait 2 récoltes par an. La légende précise que son peuple était de grande taille et qu'il vivait plus de 300 années. Les premières mentions des Hyperboréens se trouvent au 8e siècle avant notre ère dans les Épigones et chez Hésiode. Hérodote a décrit les Hyperboréens comme étant des grands hommes blonds aux yeux d'un bleu turquoise et à la peau blanche. Ils ne connaissaient ni la vieillesse, ni la maladie, possédant des pouvoirs aussi surhumains que leur dieu Apollon. Les géographes antiques évoquaient déjà des terres très éloignées où l'on parle le Barbarossa. C'étaient alors les confins du monde grec connu. Les anciens parlaient de ceux qui vivent au-delà de Borée, c'est-à-dire le vent du nord. Pour Homère, ce vent soufflait de par derrière la chaîne de montagnes de la Thrace antique, annonçant le pays des roues et des rois divins. On pensait qu'à l'époque, les hommes par ces contrées étaient quasiment des immortels. L'on dit aussi que le roi cimérien Arias, alors âgé de 900 ans, ordonna à son peuple la quête d'un Graal perdu, qui contenait l'élixir de sa jeunesse. En effet, son amante, la princesse Brunhilde, avait disparu avec le secret de cette potion et bien sûr la jeunesse pour son roi. Cette métaphore bien connue de notre civilisation était déjà très répandue il y a plus de 6000 ans. Selon Aristote, les hommes aux cheveux ambrés seraient des titans, et nul ne saurait les affronter. Il dépeint alors Thulé comme la capitale de l'Hyperborée, et décrit cette cité magique où les hommes volent dans les airs librement. Pour Pindare, le poète lyrique grec, qui vivait 500 ans avant notre ère, il parlait de l'ambre et de son pouvoir à emprisonner le soleil. Ainsi donc cette matière sera adulée par les rois. Des objets d'ambre sont arrivés jusqu'en Égypte vers moins 3200 ans, avec le pharaon Narmer qui en ornera son tombeau. Des routes commerciales entre le monde Égéen et la mer Baltique furent empruntées dès les premiers temps de la Grèce. Soit par mer en longeant les côtes ou par terre en traversant le nord de l'Europe. Ce fut le cas de l'expédition maritime partie de Massilia par Pythéas en 325 avant notre ère. Ce dernier était un grand connaisseur des phénomènes polaires et des marées. Ses exploits nous sont relatés par Pline l'Ancien, qui était un historien romain, et ayant vécu à Pompéi au début de notre premier millénaire. Ainsi donc, l'histoire se répète sans fin, et après la disparition d'une partie de ce continent englouti par les eaux, seule sa légende d'avant le grand déluge nous est connue. Pour les peuples issus de cette race, ils deviendront soit des vaillants Scandinaves, ou pour d'autres ils enrichiront les terres du Sud, apportant la civilisation. Plus près de nous, quelques traces cartographiées, et recopiées de millénaire en millénaire comme celle de l'explorateur Pirires, amiral ottoman du XVIe siècle nous sont parvenues. Ce dernier, plus pirate que grand navigateur, nous montre sur ses cartes des territoires arctiques et antarctiques, alors inconnus à son époque, comme par exemple les terres de la Reine Maude au pôle Sud. Mais ceci est une autre histoire antédiluvienne à venir.